Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. La 16e journée de Ligue 2 s'est soldée par une défaite des Verts, la 5e depuis le début du championnat. On en parle sur votre rendez-vous 100% synthé, avec bien sûr à mes côtés les habituels de l'étape, à savoir Jérémy Marillier. Salut Jérémy. Salut Martin, bonsoir à tous. Joris Sabi est également avec nous. Bonsoir Martin, bonsoir à toutes et à tous. Envers et contre tous. Et avec lui, Paul Rivolier, bien sûr. Salut Paul. Salut Martin, salut les gars, bonjour à toutes et à tous. 1-0, voilà le score sur lequel l'AS Saint-Étienne s'est incliné ce samedi face à Dunkerque. Pourquoi ça ? Qu'est-ce qui a pêché selon Eric Orneland ? Ce serait peut-être un manque de line-up qui soit, consistante. On va en reparler dans votre émission. Ce sera peut-être même l'objet de notre grand débat sur votre émission 100% synthé. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. 100% synthé. Martin Moulier. On commence tout de suite bien sûr par un petit résumé de ce qu'il s'est passé. Bien sûr, si vous avez manqué le match, voilà ce qui se passe. 100% synthé, le match. Ce n'est pas le récit d'un grand match des Verts, ni même d'un grand match de football tout court qui s'est écrit ce samedi au stade Marcel Trébut. Les nombreuses absences côté stéphanois pointées du doigt, ça n'a rien arrangé. Pas de Ferreira, de Lamba, de Stassin, du fût disponible qu'une poignée de minutes. Et puis Anan qui sort à la 36e. La première mi-temps est insipide, la deuxième un peu plus intéressante. Et notamment à la 48e sur une David Ajulade. Dans son couloir gauche, il est à l'auteur de la surface de réparation, il rentre dans la surface de réparation, la centre en retrait, ballon contrôlé, la frappe, le poteau, la barre transversale. Ouais, comme souvent, c'est quand l'équipe manque de tranchant que ce joueur se révèle. Zorico Davitashvili, malheureusement insuffisant sur ce fait de jeu. Une bonne dynamique qui est lancée sur le premier quart d'heure de jeu de la seconde période. Et pourtant, ce ne sont pas les Verts qui trouvent le chemin des filets à la 74e. Le centre, on ne sait pas parler de Michael Lané, la frappe, Enzo Bardelli, on ne s'est pas compris entre Michael Lané et Maxime Bernouer et Enzo Bardelli derrière le contrôle et la frappe enchaînée qui vient trouver le petit filet de Gauthier Larsonneur au plus mauvais moment. Au moment où l'on disait que ça retombait dans les travers de la Saint-Étienne, c'est Dunkerque qui ouvre donc le score dans cette partie. Et ça fait 1-0 pour Dunkerque. Les Verts réessayent et essayent encore d'arracher le nul en s'appuyant notamment sur l'entrée de Josh Dufus. Mais rien n'y fait. De l'amertume, oui, pour Denis Sapia. Beaucoup de frustration parce que oui, après il faut que je revoie le match, mais l'impression que j'ai que c'est qu'on ne fait pas un mauvais match. Alors quelle impression a-t-on autour de la table ? Réponse dans 100% synthé. Finalement, c'est ça, manque de réussite, Paul, à l'issue de ce match ? Oui, manque de réussite, manque de réactivité, manque d'ajustement, manque de beaucoup de choses. Finalement, manque de tout ce qui manque à la 7AS Saint-Étienne version Orneland depuis l'arrivée du technicien norvégien. On retrouve dans cette défaite beaucoup de similitudes aux défaites précédentes, un peu de suffisance de l'AS Saint-Étienne. Et puis au final, comme je le disais, cette incapacité à réagir une fois que vous êtes mené, une fois que votre adversaire vous pose des problèmes, voilà, et une nouvelle défaite, la 5e de cette saison, qui finalement symbolise assez bien ce que représente la SS, une équipe très inconstante dans ces matchs, mais également dans ce championnat. Mais donc, c'est pas qu'un manque de réussite. Moi, j'y allais avec toute la bienveillance du monde. Je pensais que tout allait bien, finalement, à l'AS Saint-Étienne. Ouais, non, moi je trouve pas que ça a été un manque de réussite. J'ai bien aimé l'intervention de Denis Sapia au complet. Sur cette analyse-là, je suis pas forcément d'accord avec lui. Après, il l'a dit lui-même, il faudrait que je revoie le match. C'est pour ça que dans la globalité, je trouvais ça plutôt bien, mais c'est vrai que là, quand on isole cette phrase, on a quand même un peu l'impression que la SS a surdominé Dunkerque et aurait presque pu repartir avec la victoire. C'est pas vraiment le cas non plus. Je pense qu'un nul aurait été mérité. Mais je pense que quand on est la S Saint-Étienne, qu'on a ce statut-là, quand on a cet écart entre les effectifs stéphanois et ceux des autres équipes de Ligue 2, la S Saint-Étienne se doit de faire beaucoup mieux sur un match. Alors certes, elle ne mérite pas forcément de perdre cette rencontre, mais en tout cas, elle ne s'est pas donné les moyens de la gagner. Et en ne se donnant pas les moyens de la gagner, forcément, on s'expose à une occasion adverse qui peut faire mouche. Et Dunkerque a quand même des jolis petits éléments dans son équipe, a parfaitement su le faire avec Enzo Bardelli bien inspiré sur son but. Jérémy, finalement, dans la même lignée que Paul, je risque de déception. Oui, et complètement. Pas forcément un résultat qui reflète l'entièreté du match ? Déception, non, parce que finalement on commence à y être habitué.
Les montagnes russes, les fameuses. C'est même plus des montagnes russes, finalement. C'est ce que nous propose cette AS Saint-Etienne depuis le début de saison. Et moi, je vous aime beaucoup, hein, les gars. On se marre bien le lundi à faire ces émissions, mais on fait les mêmes depuis le début de cette saison de Ligue 2, quoi. Une fois toutes les 2 semaines, on parle d'une équipe suffisante. Une équipe... j'ai bien peur qu'on n'arrête pas, justement, au moins jusqu'en janvier. Une équipe suffisante, une équipe qui n'est pas tueuse, une équipe qui peut maîtriser ses matchs. Hein. On peut avoir ce sentiment-là quand on regarde ce match-là, encore une fois, contre Dunkerque, mais dans un faux rythme, finalement, où elle n'arrive pas à mettre suffisamment son adversaire en difficulté. Et ouais, on commence à en avoir un peu marre de faire ces constats-là semaine après semaine. Quand on réécoute un défenseur comme Maxime Bernauer nous dire que cette équipe stéphanoise, elle manque de culture de la gagne, qu'on travaille là-dessus, justement qu'il faut l'avoir, cette culture de la gagne à Saint-Étienne, que cette Ligue 2 doit servir un peu d'entraînement pour les Verts, pour viser plus haut dans les années qui viennent. Excusez-moi, mais encore une fois, contre Dunkerque, on est loin du compte, on est vraiment très très loin du compte, et ça pose énormément de questions pour la suite de cette saison. Dunkerque, c'était clairement un adversaire à la hauteur de l'AS Saint-Etienne, Paul. C'est pas une question d'adversité. Ouais, je sais. En fait, c'est compliqué quand même de savoir quels sont les adversaires à la hauteur de l'AS Saint-Etienne. De quelle AS Saint-Etienne on parle ? De celle qui est capable d'écraser le match, comme sur le premier quart d'heure, où il y a une volonté de presser très haut, une volonté de récupérer très haut. Moi, j'ai trouvé que les Verts avaient été plutôt entreprenants dans ce début de rencontre. Ils ont asphyxié les Dunkerquois, sauf que derrière, à la récupération, ils n'ont pas utilisé le ballon correctement, ils ne sont pas allés de l'avant. Donc c'est toujours pareil, c'est de quelle AS Saint-Etienne on parle. L'AS Saint-Etienne séduisante, et effectivement, cette équipe de Dunkerque, elle est à sa portée. La Saint-Etienne inquiétante, elle se met en danger face à Dunkerque. Mais même si vous êtes inquiétant, ça c'est un petit peu l'autre chose que je voudrais développer, je pense qu'on va avoir le temps d'en parler, c'est même si vous êtes mis en danger par un adversaire réputé plus faible, mais adaptez-vous à cet adversaire et arrêtez de vous enfermer dans votre schéma, ce truc de Horneland, de ne jamais rien changer, de ne jamais s'adapter, de vouloir mourir avec cette idée qu'on va imposer notre vision du jeu à l'adversaire. Mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça n'a pas marché en Ligue 1, ça ne marche pas plus en Ligue 2. Cette équipe ne progresse pas dans ce développement d'un projet de jeu, une identité à la stéphanoise. Il n'y a pas de progression depuis 1 an sous Eric Horneland. Il faut arrêter, il faut se réinventer, et il faut revenir à quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire s'adapter à l'adversaire, chose qu'Eric Horneland ne fait pas. Et finalement, ce match, il résume un peu ce début de saison qu'on vit. Début de saison, on est quasiment à la moitié déjà. Il faudra peut-être aussi... voir qu'il y a urgence si on veut vraiment atteindre l'objectif en fin de saison, mais contre Dunkerque, on pense maîtriser globalement les choses. Et il y a ce but qui arrive sur une mésentente, sur un manque de concentration, sur une défense où tout le monde se regarde un petit peu. Et finalement, ça suffit pour repartir avec une défaite de Dunkerque. Et ouais, vous parliez de déception en début d'émission, mais la déception, moi, j'en ai, quand j'ai vu le résultat, quand je revois le match, j'en ai presque pas, parce qu'on commence à être habitué finalement à ça. Et on se dit que cette équipe de Saint-Étienne, finalement, elle a peut-être atteint un certain plafond dans sa faculté de progresser, en tout cas depuis l'arrivée d'Horneland et avec tout ce que le technicien norvégien veut mettre en place. 5 défaites, c'est bien évidemment de loin l'équipe la mieux classée avec le plus grand nombre de défaites, l'AS Saint-Étienne. Je sais pas, en tout cas une chose est sûre, c'est que dans les saisons précédentes, les clubs qui montaient directement en Ligue 1, de la Ligue 2 à la Ligue 1, ils oscillaient sur une saison entre 6 et 8 défaites. Donc l'AS Saint-Étienne à mi-parcours, quasiment à mi-parcours, est déjà presque condamné à ne plus perdre aucun match jusqu'à la fin de saison. Je trouve qu'on se met quand même dans des conditions d'accession qui sont délicates, surtout pour un club, sans dire qu'on allait rouler sur la Ligue 2 et qu'on allait gagner 100% de nos matchs. Mais la position qu'occupe 3 à l'heure actuelle, avec 3 points d'avance sur le second, c'est normalement celle qu'aurait dû occuper l'AS Saint-Étienne sans forcer son talent. Et force est de constater que les Verts se sont mis en danger inutilement sur cette première partie de saison, et autour de nous, ça gagne des matchs. Attention. Joris, je vous entendais quand même un peu plus... Peut-être un peu plus optimiste que nos confrères autour de la table, parce que finalement ce match-là... Regardez comme il a l'air. C'est la joie de vivre là. Ouais, écoutez... Non mais si vous soyez voulez avoir réglementairement, il n'y a pas de problème. Je suis optimiste. Après, ce qu'on voit de la saison de l'AS Saint-Étienne, c'est qu'elle perd certes beaucoup de matchs, puisqu'il y a... Dans la première partie de tableau, il faut aller jusqu'à Montpellier qui est 8e pour avoir une équipe qui perd plus que l'AS Saint-Étienne. Mais à la fois, elle est aussi capable de gagner énormément de matchs. Elle en a gagné 9. C'est l'équipe qui en a gagné le plus en Ligue 2 avec les Stacks et potentiellement le Red Star avec le match en retard qu'ils ont. Donc voilà, c'est une équipe aussi qui est capable de rebondir. Et si ça se trouve, ce week-end face à Bastia, les Verts rebondiront déjà et on n'aura pas le même discours. Mais c'est vrai que... Oui, on aura le même discours dans 2 semaines du coup. Ouais, potentiellement oui.
en fait, le problème de l'AS Saint-Etienne, c'est qu'elle est aussi pas capable parfois d'assurer un point. On aurait été déçus de prendre un point à Dunkerque, mais ça aurait été un point quand même. Face à Guingamp et face au Mans, on n'était pas loin de le prendre. Il y a eu même certains matchs où on a mené pour finalement... Donc il y a quand même ce constat-là de l'AS Saint-Etienne qui se relâche. Et là où je retrouve pour le coup Eric Orneland, c'est que c'est vrai qu'au sein d'un match, il y a un gros manque de consistance et de concentration, parce que ce but-là, je veux dire, il arrive pas parce qu'on prend des vagues de Dunkerque, il arrive parce qu'il y a une grosse erreur de concentration en défense et ça fait mouche. Et ça, quand même, au plus haut niveau, ça pose problème. Parce que ça coûte énormément de points depuis le début de la saison à l'AS Saint-Etienne. Merci pour votre optimisme, Joris. Je me sens mieux là. Avec Jérémy, du coup, on sent. Eh bah oui, bien sûr, tout de suite. Mais justement, on va pouvoir. Pas de souci, hein. Je suis là pour ça, monsieur. On va pouvoir commenter la déclaration d'après-match d'Eric Orneland quand on lui a demandé comment, justement, faites-vous l'analyse de ce match. Il a répondu quelque chose d'assez intéressant. Finalement, c'est l'effectif qu'il a pointé et la consistance de son effectif qu'il a pointé plus que toute autre chose. On en débat ensemble dans 100% Synthé sur votre radio. Remarquez, ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut. Le grand débat 100% Synthé. Ce qu'il y a de bien avec les opinions tranchées, c'est que ça relance le débat. En somme, vous êtes une sorte de provocateur, quoi. En espérant que le débat soit plus tranché dès lors qu'on parle de ces déclarations d'après-match d'Eric Orneland, lui qui a été confronté à cette défaite 1-0. Il a dû l'expliquer à chaud et les premiers mots qu'il a donnés, c'est cette consistance de l'équipe qui manque selon lui. More consistent on the line-up would help us a lot. Voilà, more consistent on the line-up would help us a lot, c'est-à-dire, en gros, si on n'avait pas tant de blessés, finalement, on aurait gagné ce match. Qu'en pensez-vous, messieurs? On va pouvoir tout à fait d'accord. vous affronter autour de cette question, Jérémy, puisque c'est vrai que on peut se poser cette question. Est-ce que c'est vraiment légitime qu'un entraîneur dise ça après une rencontre comme celle-là? Je crois que Joris, vous... Non, c'est Jérémy et Paul qui sont dans le débat. Ah, Joris va me donner le point de la victoire. Ah, et j'affronte Paul Rivolier. C'est pour ça que je regarde Joris. Bravo Paul, voilà, je vous donne mon point. Merci Joris. Non, c'est l'inverse. Oh là là, mais les gars, j'ai cru que... C'est moi qui vais commencer, même si vous voulez savoir. C'est vrai, Paul? Non, mais c'est dingue. Ok, vous voulez commencer? Non, mais allez-y. Non, parce qu'à chaque fois que vous commencez, vous perdez, donc je vous laisse une petite chance. Je perds de toute façon. Bon, allez, c'est parti, on y va. 1, 2, 3, vous avez 40 secondes. Non, mais c'est vrai que je n'ai pas trop compris cette déclaration d'après-match d'Eric Orneland, notamment parce que pour avoir assisté à la conférence de presse de jeudi, celle d'avant-match, il nous a dit exactement tout l'inverse, à savoir qu'il avait une équipe consistante pour justement aborder ses rencontres et qu'il faisait confiance à l'entièreté de son équipe et qu'il avait des joueurs de qualité à toutes les lignes et que justement l'AS Saint-Etienne était en mesure de pallier à tout ça. Donc assez surpris de cette justification. Et puis Eric Orneland, à titre personnel, ça y est, j'en ai un petit peu marre moi des excuses d'après-match. Il y a toujours une excuse pour tout, mais il n'y a jamais une excuse pour le système, pour l'animation, pour les remplacements pas faits et pour l'adaptabilité dont il ne fait pas preuve depuis un an. Ok. Règlement de compte en règle. C'est bien. Merci beaucoup, Paul. À votre service. Ça part sur de beaux chapeaux de roue. Joris, une petite déclaration d'entre-match. Et que le meilleur gagne. J'ai rien d'autre à dire. Merci Joris. Merci beaucoup. Vous avez 40 secondes, Jérémy. Non, moi je voudrais sortir un peu à la défense d'Eric Orneland. Le début de saison qu'on vit, il est tronqué du côté de l'AS Saint-Etienne. Cette équipe, elle a seulement repris une dizaine de jours avant les autres pour pouvoir se mettre en jambes. C'est pas suffisant. Donc même quand on a des blessés aujourd'hui, on peut perdre du côté de Dunkerque. Donc cette préparation, elle a été tronquée. On aurait pu reprendre 2 mois avant les autres, ne pas couper cet été. Et puis on le sait, on a un effectif qui est sous-dimensionné pour la Ligue 2. Quand on voit qu'on est obligé de mettre un international géorgien devant, un international maltais, faire rentrer un international néo-zélandais contre Dunkerque, comment imaginer qu'on puisse gagner à Dunkerque avec un effectif aussi sous-dimensionné? Et puis on repense au but de Dunkerque, erreur de communication entre Bernauer, Nadé et Jabber. Ça fait que 6 mois qu'ils jouent ensemble, c'est trop peu, c'est beaucoup trop peu pour avoir des automatismes. Donc je défends Eric Orneland, laissons-lui encore 6 mois et on pourra juger à ce moment-là. Merci messieurs. Bravo. Très très belle. J'ai adoré le parti pris. Merci. À un moment donné, il faut dire les choses, quoi, les gars. C'était donc un débat, quoi.
Il faut dire les choses. Bon, et écoutez, merci Jérémy. Finalement, je pense que... Joris, donnez-lui. Parce que... Vraiment, je pense que je vais le donner à Jérémy parce que cette plaidoirie à contre-pied, le contre-pied, l'art de cacher ce qu'on a envie de faire, c'est beau de la part de Jérémy. Donc, exactement comme Eric Orneland. On s'attend à ce qu'il fasse quelque chose, il fait toujours quelque chose de différent. Et finalement, vous voyez, c'est quand vous n'assumez pas de retourner votre veste que vous êtes finalement le meilleur à ce niveau. Je vous aurais même donné 2 points si vous m'aviez dit qu'on a dû se passer ce week-end d'un Lucas Tassin indispensable, par exemple, qui aurait pu faire le petit point supplémentaire pour vous, Jérémy. J'ai oublié ça dans mon analyse. C'est dommage, vous prenez qu'un point. Les plus fidèles auditeurs auront la référence. Bref, bravo, voilà. Non, mais c'est vrai que cette déclaration d'après-match a pu agacer. Mais en vrai, vraiment, je me répète, il dit l'inverse 3 jours avant. Alors après, je pense que quand il dit l'inverse, en fait, c'est le mot consistance, je pense un peu la traduction de l'anglais vers le français, parce que je pense qu'il dit qu'il a une profondeur de banc qui est assez bonne, mais quand même, depuis le début de la saison, il nous dit que pour son système de jeu, il faut que les joueurs enchaînent avec les mêmes joueurs. Et je pense qu'en fait, là, il se plaint de devoir changer d'équipe à chaque fois, mais il se plaint pas de la profondeur de banc. Je pense pas, enfin en tout cas je le comprends pas comme ça moi dans la conférence de presse d'après-match. Oui, d'accord. C'est la continuité plutôt, la continuité la qui continuité pêche, avec la même équipe et que du coup les automatismes ne progressent pas. Je pense que c'est là-dessus qu'il se plaint. Si vous voulez de la continuité, il aurait des joueurs de national et pas des internationaux, non ? Pour le défendre un tout petit peu contre Dunkerque, oui, les dernières heures ont été un peu perturbées. Augustin Boaki a déclaré forfait au dernier moment. Juan Ferreira devait jouer également. Ebenezer Hanan qui se blesse en première période, on fait rentrer Benold à la place. Donc oui, mais encore une fois, c'est pas possible de sortir ça comme explication sur une performance qui est en demi-teinte du côté de Dunkerque. C'est des joueurs internationaux que vous mettez à la place. Désolé de remettre le débat sur le tapis, mais Eric Orneland, il a le droit de changer ce qu'il veut faire. On va en parler. Il n'a pas les mecs pour jouer comme il veut jouer. Eh ben change. Arrête de jouer dans ce 4-3-3, change, joue autrement. Capacité à s'adapter, c'est vrai que c'est un gros problème du coach norvégien de l'AS Saint-Etienne. Et puis après, on va pas recomparer l'AS Saint-Etienne avec tous les clubs, mais je veux dire, il n'y a pas que l'AS Saint-Etienne qui connaît des blessures depuis le début de la saison. Moi, c'est surtout ça. Par contre, je pense qu'en Ligue 2, il y a que l'AS Saint-Etienne qui a une profondeur de banc qui peut. 3 qui est leader, ils ont 3 de leurs meilleurs joueurs qui se sont pétés depuis le début de saison, ils sont toujours premiers. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est ça en fait qui est un peu énervant et ce manque. Alors. Pour le coup, moi je trouve ça plutôt bien d'arriver. Il arrive souvent à trouver des solutions en mettant des joueurs pas forcément au poste. On a vu Augustin Boaki qui a joué en faux numéro 9. Il y a des belles surprises. Je trouve que Benold en latéral, c'était pas déconnant. Pour le coup, il a pas fait une mauvaise prestation. Ça m'a pas choqué. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Je trouve qu'il arrive à s'adapter justement en mettant des joueurs pas au poste. Peut s'adapter pour qu'ils comprennent le système, ces joueurs-là. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un cruel manque d'adaptation dans sa faculté parfois. Je veux dire là, par exemple, juste après le but de Dunkerque, le but de Bardelli, c'est à ce moment-là que l'AS Saint-Etienne doit peut-être passer en tout pour l'attaque pour les amateurs de FIFA, si je puis dire. Et là, peut-être aligner 2 attaquants de pointe, jouer un petit peu plus haut avec plus de verticalité. Nadé, quoi. C'est ce qu'il a fait malheureusement. En plus, c'est ce qui s'est passé, mais j'aimerais quand même voir un petit peu plus d'allant offensif justement quand on est mené. Et c'est rester focalisé sur ce système de jeu. Quel que soit le score, je trouve que c'est quand même un problème. Avec plus d'adaptabilité, et on va reparler peut-être du cas Orneland qui effectivement marque par cette 5e défaite depuis le début du championnat peut-être enfin l'entrée de la question concrète. Est-ce que c'est un souci, est-ce que c'est un danger pour Eric Orneland que ce résultat-là? Est-ce que aujourd'hui, après cette défaite face à Dunkerque, on peut dire ça? On continue d'en parler bien sûr sur votre émission 100% Synthé. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% Synthé. Après un débat avec beaucoup d'adversité, j'ai senti vraiment que les deux débatteurs étaient absolument pas sur la même longueur d'onde. J'en ai trop dit, c'est ça. Oui, je sais, je suis allé trop loin. J'ai senti que vous étiez... Jérémy Marié dérange. Iconoclaste. Oui, carrément. oui. Ah oui. Briseur d'idole. Iconoclaste. Ah ouais, non mais c'est que ça s'invente pas. Bref, on va partir sur ça s'invente dans votre tête. Deuxième débat. Non, mais tout est très clair dans ma tête. Un deuxième débat. Est-ce que Eric Orneland est menacé avec cette défaite, un but à 0 face à l'AS Saint-Etienne, donc bien sûr cette défaite
défaite de trop, 5e de suite. Je crois que non, 5e de suite quand même. 5e de suite, 5e depuis le début du championnat. Sa 15e depuis son arrivée à l'AS Saint-Etienne. Ah, il me semblait que Paul Rivolier, vous connaissiez les chiffres par cœur. Oui, 37 matchs, 15 victoires, 15 défaites, 7 matchs nuls. Oui. Bien à l'équilibre, ceci dit. Mais c'est bien, 50-50. Joris, on peut pas rêver de mieux. Si. Si, moi je rêverais mieux. Hein. Après, de là à dire que le coach de l'AS Saint-Etienne est en danger, je ne le pense pas parce qu'il faut se remettre un petit peu au goût du jour le projet Kilmer. Le projet Kilmer, c'était un projet de jeu avant tout. Avant même les résultats, on nous a parlé de projet de jeu à la stéphanoise et Horneland est un entraîneur qui l'incarne. Il a ce projet de jeu, nous justement, qui nous dérange un petit peu par moment parce qu'il y a trop de lisibilité, c'est toujours le même et surtout, il ne fonctionne pas parfaitement, mais n'empêche que faut pas enlever à Horneland qu'il a ses idées et qu'il les garde. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas lui enlever. Je pense que c'est ce qui plaît à la direction de l'AS Saint-Etienne. C'est un joueur qui est au cœur de ce projet-là. Il fait jouer les joueurs recrutés par Kilmer. Je vois pas en quoi il sera en danger. Alors après, je pense qu'il le sera le jour où, et j'espère que ça arrivera pas, l'AS Saint-Etienne sera hors course pour la montée ou comme à une époque, Paul Laurent Batles sera sur une série très très négative qui peut remettre en question la remontée de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1. Mais tant qu'on reste 2e ou 3e à 2 ou 3 points des 2 premières places, je vois pas comment Eric Horneland pourrait être en danger. Aujourd'hui, est-ce qu'Eric Horneland, il n'est pas sauvé par son début de saison qui a été très bon, qui a eu un bilan comptable ça fait partie de son bilan. Bien sûr, quand on prend un bilan, on le prend au global. Donc, si on prend le bilan depuis Guingamp, notre cher confrère Jérémy Marié autour de cette table nous a fourni un super tableau que voici. On s'aperçoit que Saint-Etienne, c'est 18 matchs, 11 victoires. Et 10e. Son bilan en cette saison, c'est 18 matchs. Il y a 2 matchs de Coupe de France, mais ça reste 11 victoires sur 18 rencontres. Sauf que depuis Guingamp, il n'y a pas que les supporters qui commencent à grincer des dents. Il a fait un tableau, donc parlez de votre tableau, Jérémy Marié. Je n'ai pas fait un tableau, j'ai imprimé une feuille. Donc c'est quand même un peu limite. Écoutez, je vous remercie pour votre travail, pour me mettre en valeur sur mon travail, mais j'ai juste imprimé un bout de papier. Elle est très très bien imprimée. Non, mais la dynamique. Faites voir la qualité du papier. Je vous en prie, j'espère. C'est pas mal. Oui, tout à fait, c'est un peu recyclé. C'est un peu blanc, mais blanc tamisé. C'est pas blanc cassé. Blanc cassé, pardon, j'avais pas le terme exact. Merci encore. Blanc tamisé, c'est un peu bizarre. Oui, on verrait rien, je pense. Oui. mais voilà. Non, mais la dynamique actuelle de la SS, faite de montagne russe, on peut parler un petit peu, s'il vous plaît, ou vous allez vous passer mon bout de papier depuis 10 minutes là. Très bien. Merci. Je vous en prie. Guingamp s'est un peu marqué un petit tournant dans cette saison, la première défaite à domicile, avec des questions qu'on commençait à se poser à ce moment-là. Il y a eu 9 matchs de Ligue 2 depuis Guingamp, et la SS, lors de ces 9 matchs-là, elle occupe seulement la 10e place du championnat. 9 matchs, on ne peut pas dire que c'est rien. 9 matchs, c'est un quart du championnat. La dynamique de la SS, elle est poussive depuis ce match face à Guingamp. Alors j'entends Joris qui nous parle du projet de jeu d'Eric Horneland, que le groupe Kilmer veut d'abord implanter ce projet de jeu avant les résultats. Je salue l'optimisme encore une fois de Joris Sabi. Mais le projet de jeu, il avance pas, concrètement. Il avance pas. Les idées... Je n'ai pas dit le contraire. Mais... super, donc on a des idées. Il l'incarne. Je pense, je me mets à la place de Kilmer, donc il faudrait repartir de zéro avec un nouvel entraîneur. Vous savez combien de temps ça prend à mettre en place un projet de jeu ? Là, si on vire Eric Horneland... Oui, c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir vous incarnez. Dis-moi, ça prend combien de temps ? Ça prend combien de temps ? Vous avez déjà vu un entraîneur qui arrive et au bout d'une saison, qui arrive à mettre en place un projet de jeu avec une vraie identité de jeu. Rien que quand on regarde les plus grands clubs au monde et en France, Luis Enrique, il était... Est-ce que j'ai dit qu'il fallait changer ? J'ai juste dit qu'aujourd'hui, où sont les avancées dans le jeu stéphanois depuis le début de la saison ? Mais là, on est d'accord. Mais la question, c'est est-ce que Eric Horneland est en danger ? Et vous qui connaissez les personnes de Kilmer comme moi, je pense que vous avez la même analyse que moi. J'espère au moins qu'on réfléchit, qu'on se pose des questions sur le fait que ça avance ou pas. Le projet de jeu, ok, mais quand on reprend le bilan global d'Eric Horneland, maintenant ça va faire quasiment 1 an qu'il est arrivé. Combien de matchs sereins avons-nous vécu, Ligue 1, Ligue 2 compris, avec Eric Horneland ? Je me suis un peu penché sur là-dessus en me remémorant tous les matchs. Il y en a que 5 ou 6. Il y a un tableau, non ? Il y a une feuille, effectivement. Je veux bien la feuille, du coup. Voilà, je vous donne la feuille. Avec Manu Scritel. C'est quoi les matchs sereins alors ? Pas du brouillon, ça. J'en compte 2 cette saison, Rodez et Pau. Et Rodez, pour moi, il n'est pas si serein que ça. Donc on n'en met qu'un. Allez, il y en a un. Rappelez-vous, Joris, la première période, ça t'appelait montant, machin. Non, et la saison dernière, en ratissant large, je vois les 2 contre Reims, la victoire à Montpellier où on joue que 50 minutes, et le derby. Est-ce que c'est vraiment serein ? Derby serein, Reims pas serein parce qu'un partout à la mi-temps avant que Boaké claque son doublé.
Franchement. Voilà. Donc Joris Sabi, je vous repose encore une fois la question. On n'a connu aucun match serein, à part peut-être Pau depuis l'arrivée d'Arneland. Pau et Côté, voilà, là on était serein. Réellement serein. Côté, Côté, c'était. Non mais les gars, objectivement, est-ce que. 11 buts 1. Est-ce que dans votre esprit, on peut au moins se poser la question de savoir, et si on réfléchissait au fait que ça marche pas? Non, mais ça, on est d'accord, mais là où je rejoins Joris, c'est qu'Eric Orneland, c'est un trop bon soldat pour qu'il meure, pour qu'il soit en danger, en étant deuxième du championnat. Ouais, Paul, vous aussi, vous êtes sur cette même ligne. En fait, si c'était n'importe quel autre entraîneur, par exemple, si c'était Olivier Dalloglio, je pense que la question de son éviction se poserait d'un jour à l'autre, réellement. Et c'est d'ailleurs plus ou moins ce qui s'est passé pour le technicien Sénévol la saison dernière en Ligue 1. Du côté de... Sénévol ? Bah oui, c'est comme ça qu'on dit. Sévenol. Sévenol ? Oui. Bah Sévenol. Ah, voilà. J'ai dit quoi? Mais ça m'a même pas choqué. Ou alors c'est moi qui ai une hallucination, mais peut-être. Non, mais j'ai dû le dire. C'est bénévole. Très bien. C'est gentil. Non, mais tout ça pour dire que voilà, Eric Orneland est un trop bon soldat pour que Kilmer, pour le moment, se pose la question de son éviction. Il fait jouer les mecs que Kilmer recrute sans discuter quoi que ce soit, alors que franchement il y a des mecs que Kilmer recrute, moi j'ai vu leur niveau. Stojkovic, pour qu'Orneland le fasse jouer, je peux vous dire que il joue pas souvent non plus. Ouais, mais quand il a joué, ça voulait bien dire que c'était pas Orneland qui faisait l'équipe à ce moment-là, très clairement. Et puis il y a des joueurs qui, alors je sais que je vais attaquer votre chouchou, Miladinovic. Miladinovic a eu quand même énormément de temps de jeu avant de montrer quoi que ce soit. Et franchement, en toute honnêteté, je trouve que c'est encore très très léger pour la Ligue 2 et pour la Saint-Etienne. Bast de Miladinovic, tout ça pour dire que Eric Orneland, je me répète, est le soldat parfait pour qu'il meure. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Il discute jamais quand on lui demande s'il veut des renforts, des machins, il est jamais en train de discuter mercato. Autre chose que football, c'est vraiment le mec parfait pour une direction. Et la Saint-Etienne ne va pas se risquer à le changer. Surtout qu'en plus, Wilfried Nancy vient de rejoindre le Celtic Glasgow. Donc il est plus disponible, donc on peut pas changer Eric Orneland avec le deuxième choix. Donc, vous voyez, ça règle le problème. Allez, problème réglé. Donc, et il va falloir qu'on s'attelle à... Sénévol, bénévole. Il va falloir qu'on s'attelle Sénévol, j'ai dit, ok. À définir qui... Non, mais ça va, c'est bon. Allez-y, faites votre métier, Martin. Nos top et flop de cette rencontre face à Dunkerque. On le rappelle, défaite 1-0 de la part de l'AS Saint-Etienne. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. Combien ? Bon, après les notes, je m'en préoccupe pas du tout. L'heure des tops et des flops de 100% Sainté qui arrive en tête du massacre des joueurs par les supporters et la presse pour ce match face à Dunkerque et cette défaite 1-0. Les supporters, Paul, ne sont pas allés au-delà de la moyenne quand même. Non, personne n'a la moyenne. C'est vrai. C'est génial ça. Ce qui est quand même assez logique. Vous n'avez pas non plus perdu 4-0. Vous avez montré quoi de positif? Oui, mais voilà. Mais bon, quelque part, il y a aussi peut-être avoir des fois une mesure par rapport au match en lui-même et plus qu'au contexte. Donc pas la moyenne du côté des supporters. Bon, du côté de la presse, il n'y a pas non plus énormément de joueurs qui ont la moyenne, mais il y en a quelques-uns malgré tout. Alors dites-nous tout. Vous voulez savoir quoi? Quel était le joueur le mieux noté par les supporters, par la presse? C'est parti. Par les supporters, ça va vous faire plaisir, Martin. C'est Gauthier Larsonneur, 4,9. Comme souvent. Ça va vous faire plaisir, et ça va faire plaisir à tout le monde autour de sa table. Ça va faire plaisir Joris, Miladinovic 4,8, et ça va faire plaisir à Jérémy Bernauer 4,7. Voilà. Et ça va faire plaisir aux supporters, Orneland 2,2. Voilà. Donc là, finalement, on fait plaisir à tout le monde, quoi. Sauf à Rivolier, parce qu'il voit Larsonneur, Miladinovic et Bernauer sur le podium. Je suis content parce qu'après la plaidoirie à charge contre Igor Miladinovic, force est de constater que des gens ont des lunettes et ont vu son match ce week-end. Enfin bon, 5 dans le progrès, 4 du côté de la rédaction d'Évêque, et vous avez participé également à l'élaboration de ces notes, rappelez-le. Ça restait trop neutre, Miladinovic, encore une fois, du côté de Dunkerque. On peut lui demander objectivement un peu plus de choses. Non, c'est sûr. Pas dans le dernier geste, notamment, là où elle attend plus. Je trouve qu'il y a encore un peu de timidité chez lui, parfois des positions de frappe qui pourraient être exploitées. En plus, on a vu contre Reims qu'il avait quand même une sacrée frappe. Et je trouve que depuis, il frappe très peu au but, c'est un peu dommage. C'est marrant parce que puis quand il frappe, on voit ce qui se passe. La bagnole de Rodolphe sur le parking ramasse quoi. Donc. Il a bien eu le grand panneau d'affichage du score à Dunkerque parce que vous n'avez pas cité sa frappe, mais il a frappé contre Dunkerque. Oui, c'est vrai. Moi, il est deuxième. Je vois le classement deuxième des notations des supporters. Zorico Davitashvili alors. Zorico Davitashvili, c'est un cas particulier parce que c'est un des joueurs les moins bien notés par les supporters.
supporters, 3,3. C'est d'ailleurs le joueur le moins bien noté par les supporters. Et du côté de la presse, que ce soit nos confrères du Progrès ou nous, on lui a mis 5. J'ai trouvé que les supporters avaient été un peu sévères avec Zuriko Davitashvili. Et avec un deuxième joueur que je vais envelopper, c'est Denis Sapia qui a également eu 3,5. C'est les deux joueurs les moins bien notés par les supporters. La presse a mis 5 aux deux. Et bon, c'est pas parce que je suis journaliste, mais je me range plus du côté de la presse, en l'occurrence, sur le cas de ces deux joueurs. Je trouve que leur mettre 3 sur cette rencontre, c'est quand même très, très, très sévère. Ouais, moi je comprends pas du tout, surtout pour Davitashvili, même pour Denis Sapia. Denis Sapia, il est pas, pour moi, c'est pas celui qui est impliqué sur le but. Donc du coup c'est pas lui le plus pénalisé que les autres en défense. Et Davitashvili, c'est celui qui a les 2 plus grosses occasions pour l'AS Saint-Etienne et il se les crée pas tout seul. Enfin, il y a la deuxième, il se la crée quasiment tout seul, et la première, c'est une belle frappe que le gardien fait une super parade dessus. Donc bon, je vois pas. Je trouve que Davitashvili, qu'il soit clivant, je le comprends. Sur un match comme ça, lui mettre 3, je trouve ça très sévère. On va demander à son avocat. Non, j'aurais mis 2, moi. Et c'est une bonne note pour vous. C'est une très bonne note. D'habitude, j'y mets 1. Ouais. Non, mais Davitashvili, dans un match comme ça, c'est de lui. C'est lui qui peut déclencher l'étincelle en général. On l'a vu du côté de Boulogne en début de saison. Ça aurait pu être le cas. Si c'est pas le héros, on lui met 2 du coup. Ça aurait pu être le cas. Si c'est pas le héros, on lui met 2 du coup. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. On peut lui reprocher. Enfin, le but de Dunkerque, en fait, on a l'impression que c'est. Alors, on peut parler de Jabber, on peut parler de la défense qui laisse passer le ballon, mais il y a quand même une grosse responsabilité collective et Davitashvili en fait partie aussi. Il est où sur le but qu'on encaisse sur ce centre qui vient du côté droit de vos 2 Dunkerque. centraux, excusez-moi. Vos 2 centraux et votre latéral. Sur le coup. Pardon, mais Joris, bouchez-vous les oreilles, mais quand on regarde au début de l'action, Bardelli, il est là, tranquillou, à 20 mètres, il est entre Jabber et Miladinovic. Miladinovic, il fait coucou, attention, il y a Bardelli, c'est pas pour ça qu'il court pour aller le prendre. Ouais, mais c'était pas à lui, c'était pas son c'était pas à lui, c'était à personne, et on se pense au but. Ceci dit, si Bardelli rejoint un jour l'AS Saint-Etienne, ce que je souhaite pour le club du Forêt, il n'y aura pas beaucoup de concurrence avec Miladinovic. Franchement, je trouve qu'il y a une classe d'écart entre les deux joueurs. Qu'est-ce qu'il faut pas Non, vous aimeriez pas, vous, un petit Bardelli Bardelli, si j'aimerais, mais c'est un profil presque plus offensif que Miladinovic. Ce qui est bien problématique de se dire ça. Les tops, les flops de ce match face à Dunkerque, finalement, assez homogènes. Juste petite particularité, Martin. Nos confrères du Progrès ont mis un seul 6. C'est à Mickaël Nadé, il a pris 4,5 chez les supporters, 4 chez nous. Je sais qu'avec nos confrères du Progrès, on n'était pas du tout d'accord sur le match de Nadé. Après, j'apporte cette précision, nos confrères du Progrès étaient au stade, ont donc vu le match depuis la tribune de presse, avec une vision peut-être plus d'ensemble. Les supporters et nous étions pour le coup derrière notre poste de télé, ce qui justifie peut-être aussi un petit peu l'écart de notation. Mais c'est le top du match du côté de nos confrères du Progrès. Moi qui n'ai pas vu le match, du coup, j'aurais mis 7. Du coup, vous étiez peut-être avec nos confrères du Progrès, visiblement. Maxime Bernauer et Mickaël Nadé qui étaient aussi pointés du doigt pour cette mésentente sur le but. Et Jabber aussi, il y a un peu... C'est collectif. Jérémy disait, il y a un peu tout le monde qui est... En fait, il y a tout le monde autour du ballon et il n'y a personne sur le ballon. C'est ça le problème. Ni sur le ballon, ni sur Bardelli. Il a le temps de contrôler, de frapper. Enfin, c'est le temps qui lui est laissé dans la surface qui pose problème. Il y a Tardieu qui est pas loin aussi de la connerie. Tout le monde. En gros, 1-0 et pas grand chose à dire, quoi. Pas trop de top, pas trop de flop. Non. D'ailleurs, c'était un peu notre propos d'après-match. On n'a pas évoqué la note d'Eric Orneland. Enfin, si, on l'a dit. Oui, en bref, si, 2,2. Mais là, c'est pareil. En vrai, c'est pareil. 2,2 de la part des supporters, ok. Mais 2,2, vous avez perdu 1-0 à Dunkerque. Je veux bien qu'on lui a reproché beaucoup de choses dans cette émission. Il faut recontextualiser encore une fois mais avec donc ça veut dire quoi tout ce climat depuis maintenant des semaines. Mais c'est des notes qui n'ont même pas été données quand vous preniez 8-0 à Nice. Peut-être. Si, quand même. Franchement, je pense que la note, je vais la regarder. La note de Dalouglio après le Saint-Denis. Attention, parce qu'on retourne à Nice dans 10 jours. Voilà, c'est vrai que pour la Coupe de France, ça va raviver quelques souvenirs, ça. Face à Nice. Espérons que non, du coup, que ça va pas raviver de souvenirs. Mais bon, l'OGC Nice, c'est dans une situation. Alors, je sais pas si c'est le moment d'en parler. Mais... Je l'ai, la note de Alors, combien 0,8. J'ai peut-être fait un peu l'américain sur un tout petit peu. Le podium était composé à l'époque de Léo Petro 2,3, Mickaël Nadé 2,3 et Benold 2,3. C'est quand même magnifique, c'est que les deux joueurs les mieux notés de ce match, ce 8-0, un match où vous prenez 8-0, c'est 2 défenseurs quand même. Oui, mais à Nice,
L'entraîneur, c'était le Senvol ou le Sevenol? C'est le bénévole. Il y a peut-être un doute. Hein. On dirait un nom de médicament. Oui. Ouais, 0,8. On va peut-être enchaîner. Hein. Oui, on peut enchaîner. On peut. Mais je trouve ça fascinant de regarder Paul et Joris se rappeler les plus grandes heures de l'AS Saint-Etienne. Vous écoutez votre émission 100% Synthé. On va continuer, bien évidemment, à parler de ce match, de cette rencontre et puis des rencontres qui se sont déroulées également en parallèle. C'était un week-end bien moisi pour l'AS Saint-Etienne. Ici Saint-Étienne-Loire. 100% synthé. Martin Moulier. Et oui, un week-end de tous les dangers pour l'AS Saint-Etienne, pour toutes les formations d'ailleurs, hein, que ce soit pour les féminines, la réserve. En fait, personne n'a gagné. De tous les dangers, je sais pas. De tous les plaisirs, en tout cas, clairement non. Avec Joris Sabi, on a bossé sur 5 matchs de l'ASS en cumulé ce week-end. 5 matchs. 0 victoire pour l'AS Saint-Etienne. Ça avait commencé, vous l'avez dit Martin, vendredi soir pour les féminines de l'AS Saint-Etienne. Du côté de Lens, dernière du championnat au stade Bollaert. Très grand club féminin à Lens. Hein. Comment ça? Mais c'était un très gros adversaire pour l'AS Saint-Etienne je sais pas où vous étiez allé. Du mal à C'est un club promu. C'est un club promu qui vient d'accéder à l'Arkema Premier League. Et en tout cas, c'était un match important que les Vertes ne devaient pas perdre. Et devinez, elles l'ont perdu. Donc les Stéphanoises, à la faveur défaveur en l'occurrence de cette défaite, sont actuellement dernières du championnat avec 4 points. Et ça commence à pas sentir très bon, je trouve, pour les féminines de l'ASS. Il va falloir sérieusement s'inquiéter de la situation des féminines parce que si ça va vite, on est plus. C'est quoi la stat en 2025, Paul, déjà? Une victoire. Elles ont gagné depuis le 3 décembre 2024. Elles ont gagné un match de championnat. C'était il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Un an. Le 3 décembre 2024, pas 2025. Ah d'accord, oui, pardon. Elles ont gagné Montpellier, du coup. Montpellier en début de saison, et c'est leur seule victoire depuis Guingamp en décembre 2024 en championnat. C'est une équipe qui n'avance plus depuis un an. Lorsqu'ils n'avaient pas encore gagné un seul match depuis le début de la saison aussi en première ligue, elles n'avaient qu'un seul petit point en compteur après 8 matchs, les Lensoises, et les Stéphanois sont allés perdre là-bas. Il y a 2 équipes qui sont un peu larguées pour le moment au classement. Hein. C'est Lens et c'est Saint-Etienne qui n'ont que 4 points au compteur. Il y a Marseille qui n'est pas très loin devant, mais qui a déjà 8 points peut-être. 8 points pour Marseille, 6 pour Montpellier. C'est Montpellier qui était juste devant, pardon. Donc voilà, il y a urgence du côté des féminines de Saint-Étienne. On est bientôt à la moitié du championnat et pour l'instant, l'optimisme n'est pas forcément de rigueur. Bon, bien sûr qu'on continuera à suivre ça, bien sûr, sur le côté, mais c'est vrai que c'est très préoccupant et je pense qu'il va falloir arrêter de parler de... il faudrait commencer à s'inquiéter parce qu'il faut juste s'inquiéter tout court. Mais ça allait un peu mieux sur les dernières semaines de compétition. On avait vu du mieux, donc on était un peu plus rassurés sur... le fait que cette équipe avait enfin démarré sa saison, et là elles sont un peu retournées dans leur travers dans un match qui était largement à leur portée, mais ça n'a pas été les seules mésaventures pour les équipes stéphanoises ce week-end. Pour parler moi du match que j'ai vu hier, le match de la réserve qui jouait aussi contre la Lanterne Rouge, Moulins-Isère Football, défaite 2-1 des Stéphanois dans un match qui était... mais d'une pauvreté, d'un ennui. J'étais à 2 doigts de m'endormir moi hier en tribune à l'Etra, et les Stéphanois se sont fait surprendre. Et là aussi, un peu inquiétude pour la réserve qui vient de perdre ses 4 derniers matchs de championnat. Alors il y a pas mal d'éléments contraires contre la réserve, il y a un peu moins d'inquiétude que pour les féminines, mais c'est pareil, il va falloir un bout d'un moment que ça commence à tourner pour Sylvain Gibert et ses hommes, parce que ce qui devait s'annoncer comme une belle saison avec les premières places à jouer est en train petit à petit de revenir vers quelque chose de plus classique, à savoir jouer le maintien pour la réserve de l'AS Saint-Etienne. Une équipe réserve avec quelques renforts du groupe professionnel, hein. Je crois notamment il y avait Paul Aymar, il y avait Batou Insika aussi qui était là. Les retours d'Agazilas et de Sarawi, il y avait pas mal de joueurs, il y avait Stojkovic qui a joué. C'était pas incroyable en toute franchise. Voilà, mais je vais arrêter de dire du mal des Serbes parce que sinon Joris Sabi après me m'attrape à la sortie du plateau. Exactement. Avec toute la mafia serbe stéphanoise. Ah oui, carrément. Vous êtes nombreux dans le fan club de Miladinovic. Il a arrêté du coup le fan club d'Ibrahim Awadji. Oui. Donc maintenant je trouve un autre petit chouchou et voilà. J'ai trouvé. C'est la même adresse postale pour le fan club Exactement, la même. Ouais. Vous pouvez encore envoyer des cartes dédicacées d'Ibrahim Awadji. 5 rue Pablo Picasso, voilà, rappelez-moi. 42 000 Saint-Etienne.
Voilà, il faut mettre ici Saint-Étienne-Loire à l'adresse. C'est vrai que c'est assez perturbant. Ouais. C'est perturbant, mais écoutez, merci Joris pour ces futures cartes que nous recevrons et que nous vous transférerons, bien sûr. Merci à vous, Paul, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Jérémy. On se donne rendez-vous vendredi pour l'avant-match du dernier match de championnat de 2025. Ouais, face à Bastia, la Lanterne Rouge, qui va pas bien du tout. Non. Avec un match arrêté pour eux le week-end dernier, jet de fumigène sur la pelouse contre le Red Star. Sur un joueur, sur un joueur même. Oui, je dis sur la pelouse, sur un joueur aussi. Le joueur était sur la pelouse. Donc une équipe de Bastia qui va pas bien du tout et c'est victoire obligatoire pour les Stéphanois. Et on espère un match un peu plus apaisé et une victoire bien sûr de la part de l'AS Saint-Etienne pour asseoir cette position de deuxième. On attend aussi le résultat de Reims ce soir, 20h45. Face à Laval. Et en cas de victoire, les Rémois pourraient revenir à 28 points, un point derrière l'AS Saint-Etienne. Merci beaucoup, messieurs, et à très bientôt dans 100% Synthé.